Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. En pleine négociation entre Kinshasa et la FC M23 à Doha, l'agence congolaise de presse ACP a rapporté que la FC M23 revendique la gestion des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu pour une durée de 8 ans. Laurent Kanyuka, porte-parole de la FC M23, dénonce une campagne de désinformation. Et puis Bambo, dans le Nord Kivu, subit une crise humanitaire avec des milliers de déplacés manquant de nourriture et des soins. Médecins sans frontières alerte sur l'augmentation des cas de malnutrition et de paludisme face à des ressources insuffisantes. Enfin, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Rosenkamba, a déclaré que la RDC traverse une crise sanitaire critique liée au choléra. Plus de 33 000 cas ont été recensés depuis janvier avec 22 décès, un chiffre alarmant. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. En pleine négociation entre Kinshasa et la FC M23 à Doha, l'agence congolaise de presse ACP a rapporté le 10 juillet que la FC M23 revendique la gestion des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu pour une durée de 8 ans. Ce vendredi, Laurent Kanyuka, porte-parole de la FC M23, a dénoncé une campagne de désinformation orchestrée par Kinshasa qui diffuse des allégations mensongères. Détail avec Blaise Bassabossé. Alors que le gouvernement congolais et la F-123 ont relancé les discussions le 8 juillet à Doha en vue d'une désescalade du conflit dans l'est de la RDC, les tensions demeurent élevées et les deux parties semblent loin d'accorder leur violon. Certaines sources dans la presse évoquent une évolution vers un accord qui pourrait être signé cette semaine à Doha. Cependant, l'agence congolaise de presse ACP a rapporté le 10 juillet que la F-123 revendique la gestion des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu qui serait à l'origine du blocage. La principale revendication du M23 FC à Doha est d'obtenir la gestion exclusive sur tous les plans des provinces du Nord et du Sud Kivu pendant 8 ans, a écrit l'ACP, citant une source proche de l'équipe des négociateurs du gouvernement congolais. Cette information a rapidement suscité une vague de réactions, accusant la F-123 de mauvaise foi dans la résolution de la crise. Sur son compte X, c'est 11 juillet 2025, le porte-parole de la F-123 a accusé le gouvernement congolais de refuser d'honorer les mesures de confiance nécessaires à des fructueuses discussions. Laurent Kanyuka déplore une campagne de désinformation menée par Kinshasa diffusant des allégations mensongères. Le régime illégitime de Kinshasa ne tient plus qu'à un fil. Son incompétence manifeste étant mise à nu, Kinshasa tente de masquer son échec à honorer les mesures d'établissement de confiance de la F-123 en recourant à des méthodes habituelles, désinformation, manipulation et propagande, a écrit Laurent Kanyuka. Le porte-parole accuse également le gouvernement de Kinshasa de poursuivre le déploiement des troupes en collaboration avec l'armée burundaise pour attaquer les zones peuplées dans le territoire qu'elle occupe. Pendant ces temps, le régime illégitime de Kinshasa, toujours fidèle à ses pratiques terroristes, poursuit le déploiement massif des troupes et d'armements sur tous les fronts, prenant délibérément pour cible des zones densément peuplées. Nous condamnons fermement ces occupations militaires qui mettent gravement en péril la sécurité des populations civiles, a-t-il déclaré. Pour sa part, l'opposant Presse Epengé de la coalition Lamuka a qualifié la revendication des gestions du Kivu de l'absurdité qui ne saurait être tolérée par les gouvernements congolais et les peuples. La revendication de l'FC-123 de gérer le 2 Kivu comme une entité autonome pendant 8 ans est à la fois une folie, une insulte au combat de Lumumba, un pas décisif vers la balkanisation, a-t-il déclaré. Pour lui, céder des provinces à la FC-123 serait une extrémité grave et une ligne rouge que Kinshasa ne saurait franchir. Nous préférons la fin du monde que d'assister à l'amiettement du Congo, dit Ananga,
qui a moyen de combattre une dictature sans vendre son âme et ses terres au diable. Finalement, Albert Einstein avait raison. Aucun problème ne peut être résolu sans changer les niveaux de conscience qu'il a engendrés. Si Félix Tshisekedi n'est pas une solution, Nanga et ses créateurs ne le sont jamais, a conclu l'opposant Pressa Mpenge. À Doha, Vincent Biruta, ministre de l'Intérieur du Rwanda, et Jacques Chabane de la RDC sont présents. Ils ont été conviés par le médiateur qatari lors des négociations entre les délégations de Kinshasa et celles de Corné Nanga. Leur participation est perçue comme une avancée vers une attente entre les deux parties en conflit. Pourtant, sur terrain, les tensions restent à l'air paroxysme, exacerbées par des combats sporadiques entre Wazalendo alliés FARDC et les combattants de l'F-123, notamment dans les territoires de Walungu au Sud Kivu et à Bambo, dans le Rutshuru au Nord Kivu. Bambo, dans le Nord Kivu, fait face à une crise humanitaire. Des conflits et l'avancée des groupes armés ont forcé des milliers de personnes, surtout des femmes et des enfants, à fuir. Ces familles vivent dans des abris surpeuplés et manquent de nourriture, d'eau potable et des soins de santé. Médecins sans frontières MSF fournit des soins médicaux à environ 30 700 personnes chaque semaine. Cependant, les besoins sont supérieurs aux ressources disponibles. Les cas de malnutrition et de paludisme augmentent tandis que les financements diminuent. François Salas, chef des missions pour MSF, alerte sur cette situation alarmante. La situation humanitaire à Bambou, dans le territoire de Rutshuru, reste très préoccupante et continue même à se détériorer. Ça fait plusieurs mois que les violences et les affrontements entre les groupes armés ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur village pour se réfugier dans la ville. Ces familles ont perdu leurs biens personnels très souvent et en plus l'insécurité environnante les empêche d'avoir accès à la terre et cela contribue à augmenter la sous-alimentation et la malnutrition. On estime qu'il y a environ 50 000 personnes déplacées dans la ville aujourd'hui, dont une majorité de femmes et d'enfants, et ce qui fait que la population de Bambou a presque doublé. Les sites collectifs, comme les écoles et les églises, se multiplient et sont souvent surpeuplés. Les besoins restent immenses. On parle d'accès à la nourriture, à l'eau potable, à l'assainissement, à des articles de première nécessité et bien sûr à des soins de santé. MSF est présent à Bambou depuis 2017. Et donc ces dernières semaines, nos équipes ont intensifié leurs activités pour répondre à cette situation. Nous assurons chaque semaine des soins essentiels à environ 3700 personnes, ce qui représente une augmentation de plus de 40% par rapport à la période qui a précédé cette vague de déplacement. Nous intervenons à l'hôpital général, dans plusieurs centres de santé. Nous prenons en charge la malnutrition, le paludisme et les victimes de violences sexuelles et de nombreuses autres urgences médicales. Mais nos capacités restent limitées face à ces besoins et les taux d'occupation dans les services de malnutrition dépassent actuellement 100%. Le nombre de cas de paludisme a fortement augmenté. Ça, c'est en partie dû à la réduction des financements internationaux qui limitent la disponibilité des médicaments. Et enfin, on constate malheureusement une augmentation des violences sexuelles ces dernières semaines. Donc les besoins de la population continuent d'augmenter chaque jour et dépassent le secteur de la santé. Il est urgent que d'autres acteurs humanitaires et les bailleurs de fonds se mobilisent. Sans une réponse coordonnée et renforcée, le risque d'épidémie, de malnutrition, de détérioration de la santé mentale de ces personnes déplacées va continuer à s'aggraver. Et les enjeux ne sont pas seulement dans le secteur de la santé, mais c'est bien pour l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'hygiène et à un abri digne. Sans une mobilisation rapide, le risque est grand de voir cette crise humanitaire s'amplifier avec des conséquences dramatiques pour cette population. La province du Nord Kivu a établi des bases pour améliorer sa politique minière inspirée par les recommandations du mini-forum minier organisé à Béni. Ces forums clôturés le 9 juillet 2025 visaient à mutualiser les idées pour attirer les investisseurs dans les secteurs miniers. Le général-major Somo Kakule Evariste aspire à révolutionner les secteurs grâce aux discussions menées durant cet événement. Et que je déclare clos le forum sur la gouvernance
du secteur minier tenu à Béni. Voilà qui clôture une séance marathon de travail acharné au mini-forum autour de la gouvernance du secteur minier en province du Nord Kivu, entre les acteurs du secteur minier, scientifiques ayant un intérêt pour les mines, la société civile, les notables et autres personnalités qui étaient face au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evaristo, pour poser les jalons d'une ébauche qui mettra en place la nouvelle politique minière au Nord Kivu dans le but de développer davantage cette partie de l'Est de la RDC. Maître David Kamwa Moussoubao, coordonnateur principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des mines, livre les grandes recommandations au gouvernement provincial issues du communiqué final. Harmoniser les prix d'achat des minerais en province, formaliser les secteurs miniers artisanaux, contraindre les détenteurs de titres dormants à la déchéance à faveur du gouvernement provincial, sécuriser les acteurs du secteur minier, appuyer les coopératives minières dans le processus de transformation en petites mines, imaginer les mécanismes de facilitation fiscale adaptés au contexte local. D'autres recommandations sont adressées aux acteurs du secteur minier. Contribuer au développement socio-économique local et à la préparation de l'après-mine, développer la culture de reporting en faveur de leur évaluation objective, intégrer d'une manière claire dans les cahiers des charges les aspects relatifs à l'après-mine. Les bases sont ainsi posées pour l'amélioration de la gouvernance minière en province du Nord Kivu. Je l'ai annoncé tantôt en sommaire, le ministre de la Santé, Dr Rouzan Kamba Samuel, a déclaré le 10 juillet 2025 que la RDC traverse une crise sanitaire critique liée au choléra. Plus de 33 000 cas ont été recensés depuis janvier avec 22 décès, un chiffre alarmant. 17 des 26 provinces sont touchées et Kinshasa signale 130 nouveaux cas chaque semaine, souvent avec des décès. Le ministre souligne la difficulté pour les malades de se déplacer vers les centres de santé. Et bienvenue à tous les membres de la presse pour faire le point sur la situation sanitaire dans notre pays et particulièrement sur la situation du choléra. Je voudrais d'entrée de jeu rassurer tout le monde que sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement est très mobilisé dans cette lutte contre cette énième épidémie. Vous savez que notre pays est un pays où surgissent souvent les épidémies du fait de plusieurs conjonctions d'éléments, souvent naturels, mais parfois d'éléments non naturels, toutes les catastrophes, tous les déplacements des populations. Et tout cela contribue à l'exacerbation de cette possibilité d'avoir des épidémies. Nous sommes actuellement très engagés avec deux épidémies, comme vous le savez, Mpox et surtout maintenant choléra. Par rapport au choléra, nous sommes à la 27e semaine de surveillance de cette maladie et nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, on était à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Chopo, la Mongala et le Kwilu, ce qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maï-Ndombe plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maï-Ndombe. Donc, cela veut dire que nous sommes en phase aiguë de l'épidémie qui est encore en train de monter. Pour la ville-province de Kinshasa, nous sommes à 25 zones de santé. Kinshasa, c'est 35 zones de santé. Et nous sommes à 25 zones de santé qui ont notifié des cas confirmés. Il y en a 2 autres aussi qui ont notifié des cas, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore les inclure parce que
nous sommes encore en train de faire le diagnostic. Mais il est à penser qu'on va être aussi donc à 27 zones de santé pour la ville-province de Kinshasa. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, le commissaire supérieur provincial de la police, Blaise Kilimbalimba, a appelé à la collaboration des services pour assurer la sécurité de la population. Lors d'une parade à Likasi le 9 juillet, il a également encouragé les troupes. Avocat, magistrat, toa sheria, polisi kuchunga population na mali yake, jeshi kuchunga integrite territoriale, Likasi dans ses limites ikuwe sécurisé, mtu wa nje asivuke mafrontiere kuya kunyanyasa watu. Jotu tunasimamia hii na tunavalia teni chaque jour asubuhi mpaka asubuhi yake 24 sur 24. Wale watatuletea habari ambayo itatuambia adui iko pale iko kule. Wale watakontrole namna ya kuingia ku province, ku DGM na police de frontière, ku armée na ku déployer ma frontière. Haipake par hasard. Inakuwaka vitu inalomba kufuatilia. Ninafurahi kuona tuko wote pamoja hapa. Ni juu ya ile collaboration. Paske kidole moja haivunjake chawa. Hayana vile. Sécurité inakuwaka ya watu wote, lakini inafaa kutia ordre. Kila mtu kutumika mahali yake, sektere yake d'attribution. Est-ce que je me fais comprendre? Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ont participé à la 50e session de l'Assemblée parlementaire des francophonies à l'Institut de France le 10 juillet. Ils ont souligné l'importance de la langue française pour la diversité culturelle francophone. Les deux dirigeants ont écouté les discours des bienvenus et ont visité les bâtiments historiques, incluant la bibliothèque et la salle de travail des académiciens. Le 10 juillet, l'Institut de France, où siège l'Académie française, a ouvert ses portes aux invités des présidents des deux chambres du Parlement français pour une procession digne d'un pèlerinage dans cette institution qui incarne la langue française. Pour cette deuxième journée de la 50e session de l'Assemblée parlementaire francophone, les membres du bureau de l'APEF et les présidents des chambres des pays francophones ont été conviés dans les sanctuaires de la langue française, lieu qui rassemble depuis des siècles des personnalités qui ont illustré cette langue, à savoir les poètes, romanciers, dramaturges, critiques littéraires, philosophes, historiens, scientifiques, militaires de haut rang, des hommes d'État et des dignitaires religieux. Rassemblés dans la salle de la Coupole, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, à côté de son collègue du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ont suivi avec attention, aux côtés de leurs collègues de pays francophones, les mots d'accueil du chancelier de l'Institut de France, Xavier Dacros, et du secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amen Mahalouf, remercié par le président de l'Assemblée parlementaire francophone, Hilarion Atong, qui a rappelé la force de la langue française, traduite par le rassemblement d'une diversité culturelle à travers la francophonie. Gérard Larcher, président du Sénat français, a rappelé la genèse de la langue française, singularité qui rassemble tous les pays de la francophonie et dont les académiciens suivant durant des siècles à l'Académie française ont été des grands vecteurs dans le monde. Si sous cette bûche de coupole, j'ai eu la prétention de rappeler en quelques mots cette genèse connue, c'est pour mieux saisir la singularité de ce français qui nous rassemble tous. Le français n'est pas un patois. Il n'est même pas un patois qui aurait triomphé d'autres patois. Il n'est pas non plus un créole, comme certains le déclarent, ou une langue vernaculaire.
Ne voyons pas dans cette affirmation un jugement de valeur, mais un constat historique et le refus de l'idéologie. Le français est une langue de toutes pièces, forgée, construite par la volonté humaine, par des règles de syntaxe souvent peu naturelles, des accords difficiles, une grammaire faite de normes et d'exceptions à la norme, le tout dans le cadre d'un État unitaire et d'une école façonnée dans l'exigence républicaine. Oui, le français est indissociable d'un état d'esprit et d'une civilisation. Plus que tout autre, vous le savez, il serait même de réduire le français à une langue imposée par la force et la coercition dans le sillage d'une aventure coloniale. Car la diffusion du français, son triomphe même, précède l'aventure coloniale. Illustrez combien l'attrait du français consacré dès le XVIIIe siècle provenait à la fois de ce qu'il était devenu par excellence, la langue de la diplomatie, de la paix et des luttes. En battant les pas à son collègue du Sénat, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, a relevé plusieurs similarités entre le Parlement et l'Académie française, deux sanctuaires du verbe qui impactent les décisions en appelant la francophonie à en préserver les acquis. Langue de la République en vertu de la Constitution. La langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle cristallise la générosité intellectuelle et la fraternité institutionnelle qui unissent l'Institut de France, l'Assemblée nationale et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Soyons fiers que le français soit aujourd'hui la langue des peuples et des États qui se parlent, la langue du droit, la langue du multilatéralisme, la langue du dialogue, la langue de la nuance. À l'heure où le monde se brutalise, où le multilatéralisme onusien s'épuise et s'effrite, où l'expression de communauté internationale confine à l'anachronisme, notre francophonie peut représenter encore davantage qu'une communauté linguistique, une véritable alternative politique et diplomatique, celle que nous incarnons avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Après ces moments de convivialité, le membre du bureau de l'APEF et les présidents des chambres des pays francophones ont fait la ronde de ces prestigieux bâtiments qui a traversé des siècles avec les trésors qui y est logé à l'instar de la bibliothèque de 2 millions d'ouvrages où est gardée entre autres la toute première édition du Fable de La Fontaine réalisée par Jean de La Fontaine au XIXe siècle et les manuscrits du Lys dans la vallée de Honoré de Balzac. Le point culminant fut la salle où travaillent les membres de l'Académie française, lieu sacré où se rédigent les différentes éditions du dictionnaire français. Cette visite a été précédée par une randonnée sur la Seine à la découverte des grands lieux culturels et historiques français. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité.